bonsoir à tous. Avec nous, comme à chaque fois sur un live, etc. Donc à chaque fois on essaie de traiter des questions diverses, soit liées aux questions politiques ou là aux questions de société. Cette semaine, on profite du confinement pour occuper cet espace, enfin occuper ce temps en injectant un contenu sur la page des Prisma. Donc le but, c'est de vulgariser les concepts qu'ils soient politiques ou là, économiques, et aussi faire participer différents acteurs politiques à des débats qui peuvent être contradictoires ou le traitement des questions spécifiques. Donc aujourd'hui, ce sera un débat sur les questions économiques. Donc le but, c'est d'échanger avec nos invités de manière très large sur la situation économique en Algérie, les perspectives à court terme, et de faire des commentaires sur le projet de loi qui a une discussion au niveau de la table. Donc, sans trop tarder, je vais vous présenter mes invités. En haut de l'écran, j'ai Monsieur Nadir Lagoun. Donc Nadir, c'est un économiste à la base, un financier économiste à la base, et chef d'entreprise, et membre
à cette crise. Aujourd'hui, si je dois parler un peu de notre situation ici algérienne en tant que chef d'entreprise, donc nous sommes en train de s'adapter, hein, donc on ne fait que arranger notre situation à très court terme parce qu'on ne connaît pas ce qui va se passer dans le moyen terme et le long terme, voilà. Donc tout le monde est confronté à ce type, à ce genre de problème ici au Algérie. Donc on essaye de voir, tout le monde essaye tous les jours, c'est le combattant, voilà. Et on vive le temps aussi, hein, on essaye tout le monde à s'adapter parce qu'on a compris une chose, en tous les cas, ici chez nous, on doit s'occuper de ses affaires et chacun doit régler ses problèmes à partir de ce qu'il a entre les mains parce que apparemment donc, notre pays n'arrive pas à subvenir, si l'on veut, ou à calmer cette situation de faillite pratiquement pour tout le monde. Parce que manque de moyens, manque d'orientation, manque, j'allais dire, d'adaptation aussi, donc sur l'économie politique qui va un peu soutenir un peu nos entreprises. Et donc voilà, donc on est dans cette situation grosso modo. Donc si vous voulez tout à l'heure, on va parler un peu de ce projet de loi de finances effectivement, qui à mon sens commence à voir la réalité en face. Et à travers certaines dispositions, bien entendu. Je laisse la parole à Nadir. Donc Nadir, c'est la même question. Merci. Voilà. Pardon. Donc Nadir, c'est la même question, juste voilà, c'est voilà un retour. Exactement. Bon, je vais pas répéter ce qu'a dit Sidi Jamal. Simplement, juste cette pandémie, en fait, elle s'est révélée dans la durée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rentre dans le 9e mois. L'économie algérienne est au ralenti et avec la durée et sans plan de soutien de la part du gouvernement, les conséquences vont commencer à se faire sentir, même si on avait l'impression que, en fait, l'économie ou l'entreprise ou le citoyen algérien était résilient. Avec le temps, la résilience atteint des limites et là, quelque part, on va voir des gens qui vont perdre leur emploi de plus en plus, des entreprises qui sont fermées et tout autour de nous, on voit des dépôts de bilan, on voit des gens qui perdent leur emploi, on voit un certain nombre de conséquences inexorables de cette pandémie. Aussi, c'est que il n'y a pas, non seulement il n'y a pas de mesures de soutien à court terme, mais il n'y a pas encore l'annonce et le lancement du plan de relance qui a été annoncé, discuté avec certains opérateurs et certains membres patronat et think tank. Donc, le gouvernement discute, il élabore, mais quelque part, le temps passe et aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et cette vision stratégique, on en parlera tout à l'heure, aujourd'hui, elle manque beaucoup. Et le plan de relance est véritablement une nécessité parce que le risque, c'est qu'on va vouloir lancer un plan de relance. Tout à l'heure, Wahab, tu as parlé de la loi de finances, mais dans la loi de finances, on n'a pas de mesure de soutien. Et quelque part, sur quelle base on va s'appuyer pour relancer l'économie. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a eu quand même un certain nombre de conséquences notables. Elle a permis à certains secteurs de survivre, le secteur de l'agroalimentaire, une partie du secteur du commerce de détail fonctionne. Donc, ces activités-là fonctionnent. Les activités qui sont liées au numérique fonctionnent également. Par contre, tout ce qui est lié au transport, tout ce qui est lié au tourisme, tout ce qui est lié à l'industrie souffre en partie et tout ce qui est lié aux services. Il y a beaucoup de services qui aujourd'hui sont véritablement dans un état catastrophique. On regarde l'enseignement, la formation professionnelle, on regarde tout ce qui est lié à la communication, tout le domaine de la culture, le cinéma. Donc tout ça, c'est quelque part une bérésina. Et aussi, ça a révélé
des faiblesses notables, notamment dans notre système de santé, qui souffre depuis des années d'un abandon et d'un manque d'un véritable plan de restructuration et de modernisation. Et aujourd'hui, on tombe sur un système de santé qui est véritablement chancelant, alors qu'on a toutes aussi bien les ressources financières que les ressources humaines pour avoir un système de santé de qualité. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, malheureusement, on est obligé de faire un constat avec beaucoup de tristesse, en fait, parce que on n'a pas de lueur d'espoir à l'horizon, ni court terme, ni moyen terme. Oui, c'est la grande problématique et surtout que la problématique qui se pose parce qu'on ne sait pas, la crise sanitaire, il est là. Il y a la deuxième vague qui arrive, il n'y a pas le vaccin n'est toujours pas prêt. Et la reprise au niveau mondial n'est pas à l'ordre du jour. Donc tout ça, ça fait que les perspectives à très court terme, ils sont, ils sont au rouge. Donc peut-être, Nadir, tu as parlé tout à l'heure sur on se rappelle, c'était au mois quand il y a eu le projet de loi de finances complémentaire qui a été suivi, accompagné par un projet de relance économique. Donc tu as dit que finalement, on n'a rien vu sur le terrain et donc la loi de finances 2021 n'apporte pas aussi de, d'éclaircissement par rapport à ce projet de relance. Donc voilà, ça reste une loi de finances ordinaire, hein. Donc peut-être, Jamel, je te pose la question. Toi, par rapport à ce que disait Nadir par rapport au projet de relance économique et le lien avec les mesures qui sont prises par le gouvernement, enfin, dans la loi de finances, mais qui ne sont pas accompagnées par un vrai projet de relance économique. Écoutez, il y avait une loi de finances 2020 qui a été élaborée en 2019. Ensuite, donc, il fallait rectifier un peu tout ça en juin, parce qu'il y avait non seulement il y avait une crise, une succession de crises qui s'accumulaient depuis très longtemps, et donc il y avait aussi cette crise de la Covid-19 qui est venue, et donc il fallait revoir un peu tous les calculs et revoir les chiffres, et puis comment élaborer, comment assurer une recette, comment les dépenser, etc. Donc cette loi de finances complémentaire 2020, elle est venue rectificative. Il y a eu des annonces, effectivement, donc je rejoins à dire, donc il y a eu beaucoup d'annonces, notamment l'ouverture vers l'international, à travers la loi 51-49, le financement extérieur, loi de péremption, l'importation des installations utilisées sans autorisation, tout ça, donc on va le mettre dans le même panier, d'accord? Et puis, on a accusé le coût surtout, hein, par rapport au budget, parce que bon, le dollar, à un moment, il est descendu à moins de, le pétrole, pardon, est descendu à moins de $20 à un moment. Donc là, effectivement, cette loi de finances est venue nous dire complémentaire est venue nous dire que c'est fini, game is over, donc on va commencer à vivre avec ce que nous avons, et puis voilà. Mais bon, nous, on avait compris que tout de suite après, tout allait se mettre en place pour pouvoir justement continuer malgré la difficulté dans laquelle étaient les entreprises algériennes, hein, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est très important, c'est que on accuse le coup depuis 2014, hein, pour ceux qui étaient sur le marché, ceux qui étaient en activité, parce que vous savez, quand il y a eu détérioration des prix des hydrocarbures en 2014, donc il n'y avait plus de commandes publiques, puis un nombre assez important de sociétés ont disparu depuis, hein, puis il y a eu le 2019 aussi, hein, là où il y a eu une crise politique, là aussi, sur le plan économique, c'était pas fameux, on va dire, hein, il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de réticences, etc. Et puis la Covid, voilà, moi je dis que c'est l'épée Damoclès qui est tombée. Et effectivement, nous on attendait qu'après cette loi de finances complémentaire, on allait quand même
mettre en marche ce plan de relance rapidement. Ils nous ont même promis donc d'injecter donc des capitaux à travers des projets, etc. Et éventuellement donc financement de l'économie nationale à travers des procédures financières, monétaires, pardon, et peut-être même en faisant marcher la planche à billets, etc., etc. Donc rien de cela. Et par la suite, on a compris que effectivement, on devait compter sur soi-même. Voilà, c'est un peu ça. Donc je rejoins tout ce qui a été dit par Sinadir, parce que effectivement aujourd'hui, donc les gens sont en train de perdre leurs emplois. Donc, moi, dans mon entreprise, j'ai mis 6 ou 7 personnes au chômage et je continuerai à le faire d'ici quelques temps si la situation ne s'arrange pas. Parce que là, il est vrai qu'ils nous ont fait miroiter un peu, quand je dis ils, c'est les autorités, les pouvoirs publics, à un moment donné, ils nous ont fait miroiter pourquoi il y a une relance là, maintenant, elle va démarrer dans quelques jours. Et finalement, donc, on voit qu'il n'y a rien du tout. Donc, et on ne sait pas quand est-ce que ça se termine, cette histoire. Voilà un peu donc, ce qui se passe aujourd'hui. Ce plan de projet de loi de finances, bon, si on doit l'analyser, il y a quelques chiffres. Donc, il y a une hausse dans la dépense, bien entendu, parce que je ne sais pas comment ils vont donc réaliser cette recette. Là, c'est un point d'interrogation aussi. Donc, quand on voit que la plupart des entreprises sont incapables donc, de verser leurs taxes et leurs impôts directs, donc on va voir un peu comment serait-il possible, justement, d'avoir une recette pour pouvoir dépenser 8 000 milliards 113 millions de dinars, une hausse par rapport à 2020 de pratiquement 10%. Ils ont fait donc, il y a donc des chiffres sur les 3 années à venir, bien entendu, sur 2021. Donc, ils nous ont habitués à faire ça. Donc, le gouvernement algérien l'a fait depuis, je crois, 2017. Et donc, il y a une croissance, on va dire, sur les 3 années, avec un budget de fonctionnement de 5 000 milliards 314 millions et un budget d'équipement de 2 000 milliards 798. Donc, il y a dans ce projet, donc, on prévoit un taux de croissance de 4% pour 2021 en se basant sur un baril à $40. Voilà. C'est un peu ça les chiffres, si vous voulez, pour avoir une idée de grandeur comme ça sur cette fameuse loi de finances qui va venir. Donc, il y a un déficit budgétaire de 13,75%. Ça, c'est annoncé par le projet, bien entendu. Une inflation de 4,5%. Voilà un peu les chiffres. Donc, si on analyse un peu, on voit qu'effectivement, on est en train de débrancher, si l'on veut, le tuyau de la fiscalité pétrolière pour aller donc vers une fiscalité ordinaire. Maintenant, donc, c'est vrai que dans cette loi aussi, j'ai parcouru donc, cette semaine le projet de loi. Il y a beaucoup de fermeté, beaucoup de ténacité donc, dans le recouvrement de la fiscalité. Il y a même certaines dispositions qui vont donc contraindre, si l'on veut, l'entreprise algérienne à ne pas aller chercher donc à faire un peu ses besoins dans le marché parallèle parce qu'elle va être sanctionnée. Il y a même des brigades maintenant de contrebande, etc. Donc on voit qu'à travers les textes que j'ai lus, bien entendu, après il va falloir appliquer tout ça. Donc il y a une volonté, si l'on veut, d'aller vers ce recouvrement tant attendu. Et croyez-moi qu'il y a un besoin énorme. Ce n'est plus le baril à $100 ou à $80. Donc je crois qu'ils vont, malgré la crise, je ne sais pas si vous avez entendu parler que ces derniers temps, les fiscs qui sont en train donc, de revenir vers les entreprises en leur disant qu'il faut payer maintenant avec un échéancier. Et tout ça d'une manière très ferme. Donc, on va dire sans pitié, donc c'est clair. Et puis les autres organismes aussi, les agents comme la CNAS, etc., ils ne nous lâchent pas. Donc on est en train de payer maintenant, avec des calendriers, et on paye. Et ça pèse aussi. Donc si par exemple vous ne payez pas pendant 7 mois et vous commencez à payer malgré donc,
le calendrier, mais ça pèse sur la trésorerie. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Puis bon, on va dire qu'en ce qui me concerne, moi, je suis en train de gérer comme un pompier. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, on gère comme des pompiers. Autre chose peut-être sur cette donc, ce projet de loi de finances, je crois que cette loi de finances va mettre en application ce qui a été dit en juin 2020, c'est-à-dire mettre en application déjà ces nouvelles dispositions et la loi de finances 2020, pardon, le 51-49 qui, à ce jour, n'a pas été appliquée, et toute la panoplie, la panoplie donc liée dans ce panier, on va dire, de l'international, parce qu'on a essayé, nous, tout de même, de faire quelques actions, et tout est bloqué pour l'instant, il n'y a pas eu de décret applicatif. Voilà, c'est un peu ça, ce qui se passe. Donc je pense que cette loi de finances nouvelle va ouvrir le champ, parce qu'on n'a pas le choix, hein, parce que c'est vrai que nous avons une administration et nous avons donc des pouvoirs publics qui ont du mal à aller vers ce renouveau économique, si je puis dire, et qui ont du mal à opérer des inflexions en matière de politique économique, parce que primo, on ne sait pas faire, bien entendu. Deuxièmement, on compte toujours s'il y a une augmentation du prix du pétrole, peut-être que ça va venir, on essaye toujours, donc on squatte un peu, on surveille si l'on veut, et on est dans cette situation, en fait, d'accord. Donc c'est pour ça que je crois que cette crise est en train de faire le travail, hein, c'est clair, hein, donc, parce qu'il nous fallait, nous, une thérapie de choc. Oui. C'est-à-dire qu'on l'a vécu depuis longtemps pour ceux qui ont suivi un peu donc, l'économique algérien. À chaque fois, il y avait une baisse des prix du pétrole, donc on essaye d'attendre un peu le temps que le pétrole remonte. Voilà, donc je crois que cette fois-ci, avec cette crise, c'est fini, hein, c'est définitif. Donc déjà, elle a donné un coup sacré comme ça, un bon coup au prix des hydrocarbures, et elle nous laisse entendre aussi que jamais de la vie vous aurez donc, un prix à $80. Donc voilà un peu, il y a un problème de compétence là-dedans aussi. Donc moi je pense que la thérapie de choc est venue d'elle-même avec cette crise. Maintenant, il va falloir se relever et bien entendu se réveiller et dire voilà, maintenant il faut qu'on commence à travailler. Voilà, c'est tout. Merci. Très bien. Peut-être je vais. Ouais, tu as bien rappelé, Jamal, que en fait, les plus grandes réformes qu'on a faites en Algérie depuis l'indépendance étaient en 89-90 et après la grande crise de 86. Donc, espérons peut-être quelque chose de malheur. Et bon, voilà, peut-être on va s'attaquer aux vraies problématiques. Tu as soulevé le problème de la fiscalité où il y a une volonté affichée des pouvoirs publics pour aller chercher l'argent dans l'entreprise, enfin chez l'entreprise. Donc je vais faire le lien, enfin c'est pour voilà, juguler un peu la fiscalité pétrolière par la fiscalité ordinaire. Et là je vais faire le lien avec Nadir qui, membre de CARE, a travaillé sur le sujet et a présenté en septembre tout un projet, enfin beaucoup de mesures fiscales. Est-ce que tu peux nous parler un peu par rapport à ça et faire le lien avec cette volonté des pouvoirs publics? Est-ce que réellement, est-ce qu'il y a de l'argent à récupérer ou pas? Voilà, in fine. Hein. Oui, avant de rappeler la position de CARE concernant le volet fiscal, juste un petit commentaire concernant la loi de finances. En fait, ce qu'on voit dans cette loi de finances, c'est qu'on tombe toujours dans les mêmes travers, c'est-à-dire que d'abord, on voit mal le cadre stratégique global, c'est-à-dire où est-ce qu'on va, c'est-à-dire quelle est la stratégie à moyen terme, parce que chaque année, on montre des chiffres au niveau de la loi de finances, mais chaque année, on est trop pessimiste, enfin trop optimiste dans les prévisions. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on n'aborde pas une des questions fondamentales qui pèsent aujourd'hui sur quand on a des recettes qui diminuent, dans toute organisation,
on va se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire comme économie? Et la vraie question de la réduction du train de vie de l'État n'est pas du tout abordée. Bien sûr, une part importante du budget de l'État dans les subventions, mais là, ça fait des années qu'on parle sur la refonte du système des subventions, mais rien n'est sorti en pratique parce qu'on perd de l'efficacité dans ce système de subvention. Donc la réduction du train de vie de l'État n'est pas du tout claire. Et là, quand on parlait tout à l'heure de la croissance, il y a une part belle qui est faite au niveau des startups. Donc ça, c'est toutes les annonces qui ont été faites par le gouvernement. Mais il ne faut pas que les gens se trompent, pas les startups qui vont créer la croissance dont l'économie a besoin. C'est vrai qu'il faut aider les startups, c'est une vraie voie stratégique qu'il faut suivre, mais ce sera peut-être les futurs, une partie de ces entreprises, peut-être 1%, 2%, 10% de ces entreprises qu'on est en train d'aider aujourd'hui donneront lieu à des véritables entreprises qui vont vivre dans les 5 ou 10 années à venir. Et peut-être ce sera des grands groupes, je leur souhaite. Donc, quelque part, on se trompe de focus et le vrai moteur de la croissance, c'est la petite et moyenne entreprise. Et aujourd'hui, la petite et moyenne entreprise, on est en train de l'écraser, si Jamal a rappelé à juste titre, parce que non seulement il n'y a pas eu de mesures de soutien pendant toute cette période, mais il n'y a eu que des reports de charges, aussi bien charges fiscales que charges parafiscales. Qui dit report dit qu'à un moment donné, vous allez les payer. Donc, et ça a été un report de 6 mois ou de 8 mois. Donc, ça veut dire qu'en 2021, quand on va devoir repartir, tu vas avoir une trésorerie qui sera à zéro, voire négative. Et beaucoup de chefs d'entreprise sont obligés de réinjecter de l'argent dans leurs entreprises sans savoir pour quel futur. Et deuxièmement, tu vas payer le double des charges parce qu'on va vouloir te faire honorer l'échéancier que tu t'es engagé à payer. Donc là, quelque part, on est en train de tuer le vrai moteur de l'économie qui est la petite et la moyenne entreprise qu'on a besoin de développer. Maintenant, pour revenir à ta question, c'est vrai que la question, le problème de l'impôt en Algérie, c'est qu'on a un système qui est véritablement injuste. Aujourd'hui, qui est-ce qui paye l'impôt? C'est le salarié, et il y a une grande partie de l'économie nationale qui ne paye pas l'impôt, avec tout le système de l'informel et tout ça. Ça, c'est la première question, la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est qu'il y a des impôts qui sont injustes, voire aberrants aujourd'hui. Un exemple, c'est le système de la TAP, de la TAP. C'est-à-dire, on impose le chiffre d'affaires à 2%, et donc, on part très vite, et que, par exemple, une marchandise est produite, elle est taxée à 2%, elle est vendue à un grossiste, elle est taxée encore à 2%, qui la vend ensuite à un mini-grossiste qui est encore la taxe à 2%, et ensuite ça arrive au détaillant, et elle est vendue. Donc, ça veut dire que l'État a taxé cette marchandise 2-3 fois, voire plus, et donc on rajoute 6 points de marge sur une marchandise, et le commerçant, quand on regarde un détaillant, la marge du détaillant, elle est très faible. Et donc, ces 6 points, il va vouloir les éviter. Donc, du coup, il va se mettre dans l'informel. Donc, il y a des impôts injustes. Et un troisième point qui est véritablement aujourd'hui injuste, qui est l'indigence de notre système d'impôt foncier. On a un impôt foncier qui est ridiculement bas et très très mal recouvré. C'est-à-dire que non seulement l'impôt foncier est basé sur des barèmes qui datent des années 70, qui n'ont jamais été revus. Quand on voit le prix de l'immobilier dans les grandes villes, on peut se poser la question, pourquoi ces barèmes sont encore en vigueur? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser sur l'impôt foncier. Et deuxièmement, qui paye l'impôt foncier? Il y a relativement peu de gens qui payent l'impôt foncier. Parce que un des problèmes de l'impôt foncier, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de coût à détenir un bien sans l'exploiter. C'est-à-dire, je m'explique,
Aujourd'hui, quand on achète un terrain, on achète des biens immobiliers et qu'on les laisse, il se passe rien. C'est-à-dire qu'on laisse la valeur monter, on réduit l'offre et du coup la demande augmente et du coup les prix augmentent. Et à partir de là, l'État n'exploite pas cette situation pour introduire un impôt foncier qui viendrait modérer justement cette croissance et obliger les gens à payer un impôt sur les biens. Et donc, du coup, quand vous avez un bien immobilier que vous n'exploitez pas, soit pour y habiter, soit pour le louer, et bien du coup, ça vous fait une dépense et donc ça vous fait réfléchir. Et quelque part, l'absence d'un impôt foncier prive l'État d'une grande source de revenus. Et deuxièmement, l'État et les collectivités locales, parce que souvent l'impôt foncier est à destination des collectivités locales, et ensuite encourage la spéculation, puisque aujourd'hui, tout le monde investit dans la pierre, investit dans de l'immobilier, investit dans l'achat des terrains, et c'est autant de biens qui ne sont pas utilisés par l'économie et qui ne génèrent pas de revenus pour l'État. Donc, ce qu'a proposé Kerr dans une de ses dernières publications, c'est au mois de septembre, c'est une refonte complète. En fait, on n'a pas proposé un nouveau système, mais les bases d'un nouveau système. C'est-à-dire qu'en fait, on souhaite créer le débat pour que les spécialistes viennent discuter avec les spécialistes de Kerr. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que l'impôt, il doit être juste. Il doit être correctement perçu. C'est-à-dire que si on fait un impôt qui touche une certaine population et que cette population ne le paye pas, cet impôt devient injuste. Alors, c'est-à-dire s'il y a cet atelier 20% épargne aujourd'hui, le but du jeu, c'est de faire le point sur votre épargne, bien sûr, mais qui dit... Non, c'est bon. Allô? Oui, on t'écoute. C'est juste une interface. Oui, pardon. Pardon, vas-y, continue. Oui, je disais que si on introduit un impôt, il n'y a que 20% de la population qui doit payer cet impôt qui le paye, eh ben, c'est injuste, puisqu'il y a 80% de la population qui... Et ça ne marche pas. Donc, du coup, les 20% qui étaient censés payer l'impôt vont tout faire pour échapper à cet impôt. Donc, en fait, c'est très, très important. Il faut qu'on paye l'impôt sur le revenu, sur les biens, sur les transactions commerciales, mais il faut que ce soit transparent. Et un des avantages, par exemple, d'avoir un véritable impôt foncier, ça permettrait d'éliminer la TAP. Aujourd'hui, l'Algérie est un des seuls pays à avoir maintenu cette taxe sur le chiffre d'affaires. Non seulement cette taxe, elle est injuste, mais elle n'est pas du tout plafonnée. Il y a certains pays qui l'avaient, mais au moins ils la plafonnent à un certain niveau. Or, en Algérie, elle n'est pas du tout plafonnée. Donc, plus vous faites de chiffre d'affaires, même si vous êtes déficitaire, vous payez un impôt. Or, normalement, pour une entreprise, on paye l'impôt sur les salaires, on paye l'impôt sur les biens, mais pourquoi payer un impôt alors qu'on fait des pertes? C'est illogique. Et là, tout simplement, on ne fait qu'augmenter le coût de la production. Et donc, la TAP encourage l'informel. C'est immédiat. Donc, il faut rebalancer le système, supprimer la TAP, introduire un véritable impôt foncier basé sur les véritables valeurs sur le marché et ça permettrait de redynamiser le marché de l'immobilier et donc ça ferait baisser les prix de l'immobilier quelque part. Et enfin, il y a un des points qui est très important dans la réforme que propose Kerr, c'est la suppression, enfin l'élargissement de l'application de la TVA. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la TVA qui alimente le budget de l'État, c'est recouvré à travers la taxe sur les importations. Et il y a toute une partie de l'économie qui ne la paye pas. Or, c'est illogique. Donc, il faut rebalancer le système. Donc, avoir une meilleure application de la taxe, de la TVA, un impôt foncier qui soit juste et basé sur les véritables valeurs marché et une suppression de la TAP. Je dirais, en gros, c'est les piliers
de la réforme qui est proposée par Kerr. En fait, la base de tout ça, c'est l'élargissement de la base fiscale, parce que le système fiscal algérien s'appuie sur très peu de contribuables et il y a une grande partie de l'économie qui ne paye pas l'impôt. Or, qui ne paye pas l'impôt, cette partie de l'économie, mais elle utilise les hôpitaux, elle utilise les routes, elle utilise les infrastructures, elle utilise les écoles, elle utilise les universités, et tout ça, c'est payé par simplement une partie de la population. Et donc, c'est injuste. Donc, quelque part, il faut rétablir la justice du système fiscal algérien. Mais aussi, il faut rappeler que donc ça, le document est disponible sur le site de Kerr, c'est kerr.dz, et donc là, il y a l'ensemble des publications qui ont été faites par le collectif, enfin par le think tank Kerr. Très bien. Donc, juste peut-être pour rappel, par rapport au plan moyen terme pour le budget, ça a été, normalement, ça a été testé à 2-3 ans, mais vite fait, rapidement, après ça a été abandonné. Donc, à un moment, il y avait cette politique de faire une loi de finances avec une projection sur 3 ans. Je pense qu'on a essayé en 2018 et 2017. Après, rapidement, quand on est parti sur la planche habillée, enfin, on a abandonné le PNT. Donc voilà, c'est que veut dire qu'on navigue toujours à vue. Donc, Jamal, Nadir a fait un peu un exposé sur les propositions de Kerr en se focalisant sur l'impôt foncier. Donc, l'impôt foncier, pour les gens qui nous écoutent, c'est tout ce qui concerne les biens immobiliers. Soit ça peut être un appartement, ça peut être une villa, ça peut être un terrain, ça peut être voilà, des locaux commerciaux et tout. Donc peut-être c'est la grande niche qu'il faut exploiter, mais pour ne pas toujours penser que l'impôt c'est l'entreprise qu'il faut qui doit le supporter. Alors que toi tout à l'heure peut-être tu as parlé plus sur la récolte de l'impôt euh, chez les entreprises. Donc comment tu vois par rapport à ce qu'a exposé Nadir comme des réflexions de projection sur une refonte totale du système fiscal algérien. Ben oui, le mot est dit. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la gangrène se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut une refonte de bout en bout du système fiscal algérien, parce que, comme l'a bien dit Nadir, donc il y a des injustices criantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui payent et d'autres non. Aujourd'hui, de toute façon, vous savez, maintenant, on a une fiscalité, comme moi je l'appelle, donc il y a une partie blanche, celle qui paye l'impôt, parce qu'ils sont obligés de le faire, c'est-à-dire qu'ils ont une activité qui les oblige de le faire, mais sinon ils seraient aussi un peu de ce que j'appelle moi la partie grise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement la majorité des entreprises sont dans cette partie grise qui font payer un peu et ne pas payer s'il y a possibilité, etc. Et puis la partie informelle noire, ceux qui ne payent jamais d'impôts. Voilà, on est dans cette situation. C'est pour ça qu'on peut pas donc faire une politique économique dans cette situation-là, celle que nous sommes en train de vivre en Algérie. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Parce que non seulement il faut faire une réforme fonctionnelle et structurelle, parce que même au niveau des impôts aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur à quoi ressemble cette fraude, comment faire le recouvrement. Je vous donne un petit exemple. On m'a dit l'autre jour qu'au niveau donc la direction des grandes entreprises des impôts, je crois que ces entreprises font à peu près 80% des recettes de la fiscalité algérienne. On en fait employer 100 employés, enfin 100 inspecteurs, je crois, 100 inspecteurs. Et le reste, donc les 20%, vous avez 22 000 et quelques. Voilà. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que déjà la répartition, normalement quand il s'agit d'une grande entreprise, on devrait mettre beaucoup plus de moyens pour pouvoir récolter justement tout l'impôt. Vous savez aussi, j'ai eu une information terrible. Vous savez que le taux de recouvrement de la TVA en Algérie est de 4%. Vous savez qu'à travers toute la planète, le taux de recouvrement le plus élevé, c'est-à-dire la recette la plus élevée des impôts, c'est la TVA. Nous, c'est la plus basse, quoi. 4%, c'est rien du tout. Hein. Parce que quand on va dans des pays
qui ont des traçabilités, c'est de l'ordre de 95-96%. Donc, on va dire que la différence n'est pas importante. Et puis, vous avez un secteur, avant de revenir à votre question, parce que ça, c'est un secteur aussi problématique, le secteur du foncier et tout ce qui s'ensuit, le bâtiment, le logement, etc. Il y a un secteur qui échappe à la fiscalité en Algérie, c'est l'agriculture. Oui. Et à chaque fois, on me dit qu'il faut qu'on structure ça, il faut qu'on exporte. On exporte quoi? Par quels moyens on va exporter? Il faut d'abord se structurer pour pouvoir exporter des produits agricoles. On n'a aucune traçabilité dans ce secteur-là. Comment peut-on exporter? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on peut faire une politique? Et ça génère beaucoup d'argent, hein? Parce que moi, j'ai des amis qui investissent, enfin, pour eux, c'est... oui, je crois qu'aujourd'hui, ça représente, 15 ou 16% du PIB, l'agriculture. C'est hyper rentable, pas de transformation. Donc voilà, pour revenir un peu à ta question, Wahab, donc, le foncier, nous avons un gros problème aujourd'hui. Déjà, dans le logement, en tant que tel. Aujourd'hui, nous sommes peut-être l'un des rares pays du monde qui subventionne le logement. Oui. Déjà, il y a un gros problème, on ne sait pas quel est le prix. Tout à l'heure, c'est-à-dire comment il y a d'anciens prix, etc. Mais est-ce qu'on parle du prix du marché ou du prix de l'État subventionné? Là, il y a un gros problème. Il y a un nuage qui couvre toute cette réalité. C'est-à-dire que quand on subventionne un logement et on le vend à 4 millions de dinars alors que sur le marché libre, il coûte 12 millions, 13 millions de dinars, là, il faut revoir toute cette politique parce que là, c'est juste impossible de gérer des choses. Et puis, de fil en aiguille, on arrive donc à la taxe foncière. Donc, comment évaluer cette taxe? À travers quel prix de marché? Le marché officiel de l'État ou le marché subventionné ou le marché parallèle, le marché, etc. Donc là, moi, je pense qu'il y a un problème de structuration déjà. Donc, à commencer par l'impôt. L'impôt, c'est la gangrène de l'économie algérienne nationale. Oui. Et l'impôt, justement, quand il ne fonctionne pas, ça va, on va tout droit dans le mur, et le mur, c'est l'informel, donc c'est clair. Aujourd'hui, si on ne règle pas ces problèmes, c'est-à-dire d'une manière effective, je dis, donc régler le problème de l'impôt, régler le problème de l'informel, à ce moment-là, on peut dire qu'on est mis sur le cap, et on est mis sur les rails pour pouvoir justement aller vers des horizons meilleurs concernant notre économie, parce qu'il y a de la compétence. Il y a même de la compétence au niveau des pouvoirs publics. Mais il y a un système qui fait qu'on ne peut pas travailler. Donc on est dans un comment on appelle ça, un cercle vicieux, quoi. C'est un peu ça. Donc il faut beaucoup de courage, moi je dirais. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir donc régler ces problématiques économiques algériennes. Et c'est ça ce que devrait faire donc nos gouvernements. Il faut qu'ils aient le courage, et pour avoir ce courage, parce qu'il faut une légitimité pour avoir le courage. Et cette légitimité ne peut venir que de l'entreprise, parce qu'il faut impliquer l'entreprise pour qu'elle puisse aussi travailler. On va travailler ensemble. Moi, je vais parler avec mes employés, l'autre, il va parler avec ses employés, avec le syndicat, etc. On essaye donc de se rencontrer et constituer un socle solide pour pouvoir justement donner ce courage au gouvernement pour qu'il puisse mettre en place des politiques sérieuses. Voilà un peu comment je vois la chose. Non, bon, si on n'implique personne, on vient comme ça, on jette donc une mouture, et vous la prenez, on va falloir voter par, je ne sais pas qui est-ce qui est en train de voter là-bas, au Parlement, etc. Donc, non, c'est pas sérieux. Voilà. Aujourd'hui, la première des choses, c'est l'entreprise. Il faut donner il faut reconnaître que l'entreprise, c'est elle qui va déjà financer l'économie nationale. C'est les PME, comme parlait tout à l'heure Sinadir. La PME, c'est elle, il faut lui donner de la considération. C'est elle qui crée la richesse. On n'a plus de pétrole. Parce qu'avant, il y avait le pétrole. Donc, on va dire qu'on ne tenait pas compte de l'entreprise. Maintenant, c'est l'entreprise qui va donc injecter cet argent pour faire fonctionner l'économie nationale. Donc, il faut donner cette considération à l'entreprise pour qu'elle puisse aider, et aider même les pouvoirs publics à avancer. Voilà. Très bien. Donc peut-être là, tu me fais une petite transition. C'est une question que je voulais poser. Parce que j'ai surfé un peu le projet de loi de finances. J'ai lu un peu ce qui a été publié par la presse. Et en fait, depuis des années,
En Algérie, il y a ce débat sur la start-up et surtout, Jamal, tu es un peu dans le domaine, entre parenthèses, hein, que tu un peu dans le domaine des technologies. On parle beaucoup sur les start-up, c'est comme si la solution à tout. Voilà, peut-être Nadir tout à l'heure a parlé, voilà, que c'est pas du tout, c'est ni un gisement à explorer, si ça va pas remplacer le pétrole. Donc voilà, le cœur de l'économie, c'est la PME, c'est oui, la petite, moyenne entreprise. Alors que les pouvoirs publics, ça fait au moins 10 ans, on parle des startups, il faut encourager les startups, il faut alléger la fiscalité pour les startups. On organise beaucoup de colloques, on a fait une grande kermesse en Algérie sur la Smart City. Et tout ça, pour moi, je ne vois pas du tout pourquoi on se focalise sur ça, alors que même juridiquement, il n'y a rien qui définit c'est quoi une startup en Algérie. Enfin, partout dans le monde, maintenant, on a dépassé ça. On parle des startups en 98, 99, mais maintenant, on parle d'une entreprise et point, et c'est tout. C'est quoi, voilà, c'est quoi votre lecture par rapport à ça? C'est moi qui dois parler. Ouais, ouais, c'est comme vous voulez, hein, c'est Nadir, Nadir, vas-y. Je peux juste faire un petit commentaire. Oui, Euh, Par rapport à ça, je pense que c'est louable en fait, hein, les startups. Hein. Moi, je ne parlais pas de startups, c'est les entreprises liées à l'économie numérique, oui, c'est-à-dire qu'elles sont utiliser l'économie numérique comme un axe de développement stratégique important et mettre de l'énergie, mettre une cohérence là-dedans, ça a du sens. Ça a du sens, c'est-à-dire qu'en fait, toujours quand on met une vision stratégique quelque part, avec une véritable feuille de route à moyen et long terme, avec une vision claire et des axes stratégiques clairs, on obtient toujours quelque chose, parce que ça permet aux différents acteurs de décliner des plans d'action et ça permet d'avoir une cohérence là-dedans. Et ça me ramène un petit peu à ce qui manque aujourd'hui à notre économie, parce que on parle de la loi de finances, on parle de la loi de finances complémentaire, ensuite on n'a même pas appliqué la loi de finances complémentaire, qu'on parle déjà de la nouvelle loi de finances, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on se trouve à parler de ce que moi j'appellerais de mesurettes, c'est-à-dire c'est des mesures qui paraissent dérisoires face à l'enjeu, face à l'immensité des problèmes que doit affronter le pays. Ouais. Aujourd'hui, quand on regarde tous les débats qu'il y a sur importer ou pas des voitures, combien de voitures faut-il importer? Faut-il importer des voitures d'occasion? Est-ce que ça, c'est un débat stratégique? Oui, est-ce que ça va faire progresser l'Algérie d'un iota? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce que tout ce que ça fait, ça décrédibilise tous des choix stratégiques qui avaient été faits avant. Et donc, quelque part, il nous faut une vision, on va dire, stratégique qui soit partagée et qui permette aux différents opérateurs, aux différents acteurs d'adhérer à une vision commune. Et puisque ce soir, il y a les équipes nationales qui jouent, je prendrai l'exemple du foot, quoi, c'est-à-dire l'équipe nationale. Avec l'arrivée de Belmadi, quand Belmadi est arrivé, il n'a pas changé toute l'équipe. Il a pris une équipe existante avec les mêmes individualités, les mêmes joueurs. Est-ce que lui-même est un meilleur entraîneur que d'autres? Probablement pas, en termes de technicité. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il a réussi, avec les différentes individualités, faire en sorte que l'ensemble de ces joueurs adhèrent à une vision et changer leur mental. Il a transformé leur mental et d'une équipe qui était formée de 11 individualités qui parfois gagnaient et souvent perdaient, il a fait une seule équipe qui gagne. Et là, simplement en transformant le mental, et c'est cela dont on a besoin. C'est-à-dire que ce soit un opérateur dans l'agriculture, ou dans l'industrie, ou dans la culture, ou dans les services, il a besoin de savoir où veut aller le pays, avec quels moyens on veut y aller, quels sont les objectifs. Ouais. Tout à l'heure, on citait des ratios. Il faut voir que ça fait 50 ans que la part de l'industrie
enfin non, ça fait 40 ans que la part de l'industrie ne dépasse pas 7% dans le PIB. Et ça, c'est dramatique. On devrait la doubler, la tripler. Mais pour pouvoir la doubler et la tripler, ça, c'est un objectif stratégique qu'il faut s'afficher sur une période de 5 ans ou 10 ans. Et ça permet de décliner automatiquement toute une masse de décisions fiscales, de décisions d'aménagement de territoire, de décisions de la partie sur le volet formation, sur le volet investissement et ainsi de suite, sur le volet partenariat, parce qu'on ne pourra jamais le faire tout seul. Donc ça oblige à attirer obligatoirement des IDE. Comment on va attirer les IDE et ainsi de suite. On peut se fixer des objectifs stratégiques aussi dans l'agriculture. Où en est notre autosuffisance alimentaire? Quelle est la part de l'export qu'on veut se donner? Quelle est notre place dans le Maghreb, dans l'Afrique de demain et dans les échanges internationaux? Dans notre industrie et nos services, quelle est leur part dans les chaînes de valeur qui sont en train de se constituer? Aujourd'hui, on parlait de pandémie tout à l'heure en début d'émission, mais la pandémie, elle a quand même donné un sacré coup à des économies bien installées. Quand on regarde les économies européennes, américaines, elles ont eu une sérieuse claque. Ils ont découvert que, à force de vouloir faire des économies, ils n'étaient plus capables de fabriquer leurs propres médicaments. Exactement. Ils n'étaient plus capables de fabriquer leurs propres masques. Ils n'étaient plus capables de fabriquer leurs propres respirateurs. Parce que la mondialisation est allée tellement loin que la Chine, devenant l'usine du monde, elle contrôlait le monde à certains moments parce que mais pas simplement la Chine. Quand on regarde les médicaments, il y avait la Chine et l'Inde qui produisent 80% des principes actifs qui sont utilisés aujourd'hui par l'industrie pharmaceutique mondiale. Et donc, ce qui est en train de se passer, et ce qui va continuer à se passer, c'est de toute une partie de ces chaînes de valeur. Et comment se place l'Algérie par rapport à tout ce mouvement stratégique qui est en train de s'opérer? Aujourd'hui, on le voit passer, on le voit se faire et on va laisser passer des occasions comme on en a laissé passer d'autres les années précédentes. Parce que une mine qui est aujourd'hui en Chine ou au Vietnam qui veut se relocaliser, elle ne va pas forcément revenir en Allemagne ou en France. Oui. Ils vont peut-être aller en Europe de l'Est ou au Maghreb. Mais s'ils viennent au Maghreb ou en Afrique du Nord, est-ce qu'ils vont venir chez nous? La question il faut se la poser. Et donc, l'attractivité du pays, la position du pays dans les chaînes de valeur, qu'est-ce qu'on choisit, nous, en tant qu'acteur stratégique pour se positionner? Quelle est notre position par rapport aux énergies? Et ainsi de suite. Même vis-à-vis de la culture. Aujourd'hui, la culture, elle est complètement négligée, mais c'est un secteur économique et c'est un fort ciment national. Oui. Parce que, à force de laisser passer, de laisser ce secteur s'appauvrir, on ouvre grand ouverte la porte aux influences extérieures et qui ne sont pas forcément bénéfiques et qui ne vont pas vers l'affirmation de l'identité nationale. Donc, encore une fois, il nous faut une vision stratégique claire, un plan stratégique comme on faisait dans les années 70, qui se découle sur 5 ans, sur 10 ans, et qui soit partagé, qui soit véritablement partagé. Parce que, comme ça, quand on voit les mesures sortir les unes derrière les autres, on reste perplexe, on dit quelle est la cohérence de tout ça? Quelle est la cohérence? Et on ne la voit pas. Parce que c'est vrai, il faut aider les startups. Mais est-ce que les startups, ça fait une économie? Peut-être. Mais dans ce cas, il faut y mettre le paquet. Et aujourd'hui, on ne voit pas. On ne le voit pas. Oui. Parce que s'il faut créer des startups et ensuite, dès qu'elles émergent, elles vont aller ailleurs, on n'aura rien fait. Parce que créer des startups, d'accord, mais il faut aussi que ce qui est créé reste dans le pays parce qu'il puisse se développer. Comme les entreprises et comme les individus. Quelle est la place de nos universités dans le monde? À quoi ça sert de former de centaines de milliers de gens si derrière ils n'ont pas de travail? Ils vont aller à l'étranger. Donc on est en train d'alimenter les économies étrangères en ressources
valables, alors qu'on peut les utiliser. Quand on a besoin de compétences, on fait venir des ressources extérieures. Donc on marche sur la tête. Oui. Donc peut-être, Nadir, le fait J'ai peut-être trop parlé. Non, 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 enfin, c'est très riche, donc c'est le cœur de la problématique, hein. Mais peut-être juste l'absence d'un ministère d'économie, ça renseigne un peu sur cette absence de stratégie, hein. Et des fois, plusieurs fois, je parle avec des personnes, dit voilà que le fait qu'on n'a pas un ministère comme voilà, peut-être les années 70 où il y avait le ministère du plan qui avait au moins il y avait une stratégie, voilà, même si peut-être à un moment la politique des industrialisantes n'a pas réussi, bon, bon, mais quand même il y avait un cap. Donc, mais maintenant, on voit pas. Personne ne sait ce que veut ce que veulent les pouvoirs publics dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Personne ne peut se projeter. Donc, peut-être Jamel, si je reviens, enfin, toujours dans cette problématique de projection, si on revient à la loi de finances complémentaire, enfin sur la loi de finances 2021, j'ai lu qu'il y a, voilà, il y a le, il y a une dépréciation du dinar enfin, sur les 2 ans, qui est, enfin, l'année prochaine et même l'année d'après. Je pense à 20-25% de dépréciation du dinar. C'est quoi, c'est quoi la lecture que tu peux faire par rapport à cette dépréciation du dinar? Parce qu'on sait bien que le dinar est assez fort par rapport à sa valeur réelle, mais c'est quoi l'objectif des pouvoirs publics en dépréciant aussi fortement le dinar? Non, je crois que le dinar va revenir à sa juste valeur parce que vous savez que le dinar il est coté par rapport donc, aux réserves de change et la productivité. Donc ce sont deux produits qui sont en train Oui, de baisser sensiblement en Algérie. Donc moi je pense que on est en train d'aller vers la réalité du dinar, c'est tout, hein. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est un processus tout à fait normal et logique, quoi, hein. Donc, il n'y a rien de souci là-dedans. Maintenant, bon, cette question du dinar, après, c'est la c'est pas question du dinar. l'essentiel, on va dire, parce que si on ramène le Jamel, dinar, juste oui. la question du dinar, je voulais la lier à la question peut-être de l'endettement qui peut arriver incessamment, hein. Enfin, le recours à un endettement extérieur à partir de 2022-2023. Ben Enfin, oui, écoute, voilà. Ouais. c'est clair. Donc, si on fait rien, donc, parce que bon, les pouvoirs publics semblent ne pas vouloir privilégier cette piste, mais demain, il va falloir financer le budget. Donc, je sais pas, d'ici 2022-2023, s'il n'y a pas réellement donc, une dynamique claire qui va donc donner une bonne impulsion à notre économie, parce qu'il suffit juste de mettre les choses en place, hein, vous savez. Il y a des retournements de situation extraordinaires dans le monde économique. Donc si on met les choses en place, parce que tout à l'heure, Sinadir a parlé un peu de la reconfiguration donc, de l'ordre économique mondial, effectivement. Donc aujourd'hui, l'Algérie doit se poser la question comment faire venir ces entreprises en Algérie, parce que c'est fini l'ère de l'entreprise transnationale. Et on va aller comme avant, donc vers l'entreprise multinationale, c'est-à-dire elle vient dans une région pour produire pour le besoin de ce marché-là, de cette région. Donc justement, les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement donc, rompues à cause de cette pandémie, donc, va recentrer, si l'on veut, un peu la stratégie économique mondiale et que chacun va essayer, donc on va commencer à penser et réfléchir région, d'abord avant d'aller vers l'international. Donc on va dire que le concept de la régionalisation va reprendre de plus belle et forcément donc en ce qui nous concerne, donc on est donc dans la Méditerranée, on est au nord de l'Afrique, on n'est pas loin de l'Europe. Donc comment faire aujourd'hui pour attirer justement ces idéaux en Algérie? Donc on a fait une loi de finances complémentaire qui n'a pas suivi d'effet, il faut le dire. Après maintenant on est de juin à novembre, donc on est à 6 mois, hein, donc 6 mois sans effet, donc il y a un point d'interrogation, donc on doit se demander. C'est vrai que la pandémie a fait que les choses aillent très au ralenti, on va dire, parce qu'on
plus, on avait des problèmes, nous, hein, donc il n'y a pas de stabilité aussi. En Algérie, il y avait des problèmes depuis très longtemps, hein, donc, que ce soit politique ou économique. Et donc, l'un dans l'autre, donc on est dans une situation complètement bizarre. On n'arrive pas à justement poser, asseoir une stratégie sur 5 ans, 10 ans, même pas. Donc, je sais pas, nous devrions réfléchir sérieusement donc, sur l'économie nationale si on veut vraiment sauver ce pays. Parce qu'aujourd'hui, pour sauver le pays, il faut d'abord sauver son économie. On est dans une situation vraiment très difficile, je dirais, très difficile. Et puis, moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer dans les 2 ou 3 mois à venir. Donc, moi, je pense que cette histoire de dinar, c'est tout à fait logique. Il fallait s'y attendre. Et moi, je m'y attendais, ça fait très longtemps. Hein. Donc, le dinar était, entre guillemets, subventionné. Hein. Donc, il était dopé par le pétrole, encore une fois, par les réserves de change. Donc, parce qu'on n'a aucune productivité en Algérie. On voit donc un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire donc on n'arrive même pas à décoller de 7% du PIB donc, dans l'industrie hors hydrocarbures. C'est dramatique. Donc, il n'y a pas de production, on va dire, même pas, on ne parle même pas de productivité, il n'y a pas de production. Et puis là, on est en train d'aller dans un sens et dans l'autre, sans pour autant avoir une stratégie très claire, parce qu'on veut exporter, qu'est-ce qu'on va exporter? Qu'est-ce qu'on va exporter? C'est ça ce que je n'arrive pas à comprendre, moi, depuis ça fait des années maintenant qu'on parle d'exportation. On a une agriculture qui fournit 14% ou 15% du PIB, et une industrie de 7%. Si on arrive à subvenir à nos besoins, on est bon. On est bon. Qu'est-ce qu'on va exporter? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui, parce que les gens sont emballés, on va exporter, mais qu'est-ce qu'on va exporter, s'il vous plaît? Voilà. Moi, je pense que aujourd'hui, on n'arrive pas à réfléchir. C'est ça le problème aujourd'hui. On n'arrive pas à réfléchir sur la question économique algérienne. Et aujourd'hui, pour pouvoir réfléchir, il faut inviter l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut le faire de manière sérieuse. L'entreprise doit venir s'impliquer, doit donner son avis, parce que c'est elle qui va travailler, c'est elle qui va, si l'on veut, relancer le moteur de l'économie algérienne. Si on ne le fait pas, moi je vais vous dire, hein, donc il va y avoir de l'investissement dans la région. Hein, vous savez, on est maintenant en union douanière avec l'Afrique, on a signé, enfin, l'accord d'association est rentré en vigueur, il va y avoir même des financements, il va y avoir beaucoup de choses. Et si on n'arrive pas donc, à avoir une clarté dans notre système économique, une clarté dans nos textes juridiques qui régissent justement l'économie algérienne, personne ne va venir parce que maintenant des choses se compliquent, c'est difficile. Imaginez-vous un investisseur étranger, vous lui dites l'Algérie, il va vous dire oui, d'accord, qu'est-ce que vous avez? Il va dire écoutez, moi je ne peux pas parce que je ne vais pas m'aventurer, les temps sont durs, etc. Il n'y a pas beaucoup de ressources, etc. Donc si on n'a pas cette politique très claire, il faut rapidement, moi je pense que le triangle syndicat, entreprise, gouvernement s'assoit et commence à penser sérieusement sur le devenir économique algérien et sortir avec une stratégie, sortir avec la décliner sur le terrain, bien entendu, très rapidement, avec des propositions, avec des ajustements et réformes, bien entendu, pour pouvoir justement attirer cette idée. Sinon, je vais vous dire, on va rester comme ça, parce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui, privilégier, essentialiser les startups, non. Les startups, il faut les aider, je suis d'accord. Mais pas en faire un vecteur de son économie politique, c'est pas possible. Ou alors on est en train de privilégier certaines grandes entreprises de certains secteurs économiques. On va leur donner tout l'appui nécessaire pour qu'ils puissent payer l'impôt et de cet impôt, donc on va financer l'économie. C'est faux. C'est vraiment faux. Parce que si vous avez besoin d'impôts, aujourd'hui, ça vient de la PME. On est à plus de 90% de PME en Algérie. Donc le tissu économique algérien est composé de plus de 90 de PME, de petites entreprises. Donc moi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que, je sais pas, il faut qu'on ouvre les yeux, je sais pas. Voilà, donc à un moment donné, on reste perplexe, on dit, on va chercher ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne peut pas donc démarrer cette dynamique tant attendue depuis très longtemps? Il n'y a plus de pétrole. Peut-être qu'on a autre chose qu'on ne sait pas, peut-être. Peut-être qu'on a d'autres gisements, je ne sais pas.
Voilà, donc c'est un peu problématique pour moi. De toute façon, même si on a des gisements, parce qu'il y a beaucoup de réserves de gaz de schiste, et il faut trouver les financements, et on sait bien que les De toute façon, conséquences. Wahab, Oui, au même titre que les startups, oui, il faut un temps T pour pouvoir démarrer ce genre de projet. oui, Regardez le projet du port de Hamdania qui n'a pas encore démarré. Est-ce qu'il fallait le démarrer cette fois-ci? Et il y a un projet de zinc, il y a un projet de phosphate. On en parle depuis 3 ans. oui. Déjà avec notre administration, donc il y a Effectivement. beaucoup de retard déjà. Il y a beaucoup de retard. Donc, si on compte sur une start-up qui va voir le jour dans 2 ou 3 ans, moi, je sais pas comment. C'est pour ça que je me pose des questions sans arrêt parce que je comprends pas. Demain, Très, si on va monter une usine en Algérie, je sais pas, peut-être ça va prendre 1 année et demie ou 2 ans pour pouvoir produire. ouais. Contrairement à d'autres, sous d'autres cieux, c'est-à-dire que c'est rapide, quoi. Maintenant, il faut investir, on investit. Donc, il y a le retard accusé par l'administration, il ne faut pas oublier ça. D'ailleurs, même le Premier ministre n'arrête pas de le dire. Donc, il y a un gros problème déjà, il faut assainir cette situation. Très bien. Donc peut-être je vais revenir. En fait, là, je pense que vous vous rejoignez sur cette question de chaîne de valeur, hein. C'est que, mais une chaîne de valeur au niveau mondial, tu as parlé du port de Hamdania, et on sait bien que normalement que ce port, il fait partie de grands projets de la route de la soie qui est financé par la Chine. Donc voilà, les autres peut-être, déjà ils sont dans cette chaîne de valeur au niveau mondial, ils pensent que l'Algérie voilà, ça sera la porte de l'Afrique. Donc alors que nous, on ne s'est pas mis dans ce nouveau contexte mondial qu'on est en train de vivre parce qu'il y a des basculements géostratégiques hyper importants. Il y a des mutations technologiques très rapides. Nadia, tout à l'heure, elle l'a rappelé par rapport à la Covid-19 qui a fait comprendre à l'Europe qu'il voilà, il y a des secteurs qu'il faut rapatrier, il faut produire localement. Voilà, tout ce qu'on appelle l'économie solidaire, le circuit court. On avait peut-être même de grandes, des entreprises qui ont profité de la Covid-19 pour grossir davantage. Là, on est en train d'utiliser un outil qui s'appelle Zoom, qui a explosé. Je pense qu'il y a eu une croissance de 5 chiffres de l'utilisation de l'outil. Enfin, voilà, et donc tout ça, ça revient à cette question de chaîne de valeur, et des choix stratégiques qui revient vers, voilà, L'action peut-être est en train de baisser, hein, comment? l'action est en train Ah, il de... est en train de baisser parce que je sais qu'il a explosé au mois de juin, mais voilà, c'est pour remettre un peu voilà, cette question de chaîne de valeur qui est importante. Voilà que pour moi, c'est la question qu'on a. Peut-être, voilà, Nadir, est-ce que tu as des complémentaires à dire par rapport voilà, à cette question de Et devise? j'avais Oui, oui, un commentaire oui, à ajouter. Euh, tu as parlé tout à l'heure de la question de la dévaluation. oui, CARE a sorti un papier, a sorti en fait 2 papiers concernant l'évaluation du dinar et sur la nécessité d'un tel processus. Parce qu'en fait, tout le monde parle de la surévaluation du dinar et en fait, ça, avec un dinar surévalué, on finance les importations, du coup on tue la production nationale et on crée, parce que on parle beaucoup à l'intérieur du pays qu'il y a des surfacturations et tout ça, qu'il y a des transferts de devises, mais si le taux du dinar entre le marché parallèle et le taux officiel est très important, ça crée automatiquement un phénomène d'aspiration vers des trafics de ce genre. Et donc, ça c'est la deuxième raison. Et une des raisons aussi, tout à l'heure on a parlé d'ouverture, si Jamal a parlé de l'ouverture des marchés africains et la zone africaine de développement qui est en train de se mettre en place, est une opportunité phénoménale pour un pays comme l'Algérie. Mais avec un dinar surévalué, on perd complètement tous les avantages pour l'économie nationale parce qu'on va complètement aspirer des biens de l'extérieur au lieu de favoriser l'exportation de notre propre production. Et donc, aujourd'hui, l'intérêt de la dévaluation, il est là. Il y a un autre intérêt technique. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je vous invite à lire le papier qu'a fait notre expert Mouloud Hadir au niveau de CARE avec l'IASCARA. Et là, en fait,
on démontre clairement que 1% de dévaluation du dinar, ça génère 43 milliards de recettes fiscales et d'autres recettes pour le budget de l'État. Donc en fait, si on veut générer 1000 milliards de dinars, qui est en fait la moitié du déficit, il faudrait dévaluer en gros de 23%. En fait, c'est aussi un instrument pour rééquilibrer la balance budgétaire. Et d'ailleurs, c'est ce que fait l'État régulièrement pour ajuster le déficit et faire l'atterrissage qu'il souhaite annoncer. Donc, en fait, il y a plusieurs raisons qui militent pour la dévaluation du dinar. Et une des plaintes qui disent « oui, mais si on dévalue, finalement, normalement, on devrait avantager la production nationale. Or, il n'y a pas de production nationale. » Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne veut jamais en avoir. C'est-à-dire qu'on se plaint qu'il n'y en ait pas les conditions pour qu'elle émerge. Okay. Donc, il faut aussi se mettre dans une situation offensive. Maintenant, l'objectif de CARE, encore une fois, c'est d'avoir le débat. Et le débat, ça va être, faut-il faire une annonce et d'évaluer progressivement, comme ce qui a été fait annoncé, ou bien brutalement. J'ai senti quand même que notre expert était plus favorable à une évaluation brutale parce que ça permet, c'est dans ce cas-là où on obtient le maximum de l'impact. Parce que sinon, on amortit et du coup, on n'obtient pas la somme des impacts voulus. Donc, voilà, ça c'était juste pour la question de la dévaluation. Oui. Un point encore sur la loi de finances et sur les dernières mesures de l'État, et c'est là où on voit qu'on marche sur la tête. C'est que aujourd'hui, quand on analyse les chiffres de la production, de la valeur ajoutée de l'économie nationale, elle est essentiellement par le secteur privé. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit toute une série de mesures avantageant des entreprises du secteur public. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait anti-économique, parce qu'on n'arrête pas de dire il n'y a pas de différence entre le public et le privé, mais on considère que comme si le public était le bon, était l'idéal, était le parfait, et comme si le privé était le méchant, le corrompu et le vilain. Il faut voir que tous les entrepreneurs privés ne sont pas en prison, et c'est pas des gens corrompus, c'est pas des gens qui ont trafiqué, et si on les assimile à certaines personnes qui peuvent aujourd'hui, à tort ou à raison, sont en prison, c'est faux. La plupart des entreprises se sont sacrifiées, ils ont gagé les bijoux de leur épouse, ou bien certains biens familiaux, pour pouvoir investir. Ils ne se sont pas donné de salaire pendant des années, et aujourd'hui, on les traite on les accable de tous les torts, et du coup on dit ouais, ils ont fauté, donc il faut les punir. Donc non, tout le développement va venir de l'État. Et qu'est-ce que c'est que ça? Le développement, il viendra du secteur privé, il viendra pas du secteur étatique. Bien sûr, l'État, il peut jouer un rôle dans certains secteurs. C'est-à-dire, s'il veut impulser un secteur donné, il peut l'investir et le travailler et donner une inertie, comme ça se fait dans d'autres pays du monde, où l'État est l'initiateur de certains secteurs qu'on veut développer. Mais maintenant, quand on regarde l'économie au global, même en Algérie, elle est majoritairement drivée par le secteur public, privé, pardon, et il mérite toute son attention. Il faut qu'on supprime définitivement cette idée de faire un distinguo entre le public et le privé. Pour moi et pour nous au niveau de CARE et pour beaucoup de gens, il y a des bonnes entreprises bien gérées et il y a des mauvaises entreprises mal gérées. Et donc, les mauvaises entreprises, il faut les amener à la faillite, il faut les liquider pour qu'il y ait de nouvelles entreprises qui fassent un travail meilleur. Et il ne faut pas continuer à alimenter des entreprises éternellement déficitaires, mal gérées, parfois même s'ils ont des managers de bon niveau,
les règles de gestion de ces entreprises-là ne leur permettent pas d'être performantes. Donc il faut changer les règles de gouvernance des entreprises publiques et il faut laisser le privé se développer. Simplement, il faut que l'État soit régulateur et permette le développement de chaque secteur en concertation avec les acteurs qui y travaillent. C'est-à-dire qu'il faut arrêter ce mécanisme de système de loi qui vient verticalement et après on ne sait pas d'où ça vient et ça tombe et ça s'applique à nous et après on se retrouve en train de demander pardon, pitié parce que c'est pas applicable. Donc là, on sent qu'il y a une certaine tendance à un retour vers le tout public ou bien la primauté au public et ça, à notre avis, c'est mauvais. C'est mauvais pour l'avenir parce que le passé récent ne nous a pas donné des bons exemples d'entreprises publiques qui ont réussi à véritablement faire la différence et à exploser et à générer de la valeur ajoutée. Très bien. Donc voilà, je pense que finalement, en vous écoutant, je vois que vous vous rejoignez sur beaucoup de choses, sur presque tout, hein. Donc voilà, il y a toute la problématique de la stratégie de l'État. Donc voilà, il y a la problématique de l'impôt c'est cette problématique distinction, enfin privée-publique, sur laquelle on n'arrive pas qu'on n'arrive pas à dépasser. Voilà, c'est que peut-être aller vers l'idée d'un État actionnaire, mais pas un État gestionnaire. Donc, c'est des questions à approfondir et à réfléchir. Exactement. Donc, j'ai vu qu'on a fait déjà un peu plus 1h20, ça passe hyper rapidement. Donc, moi, je suis un passionné d'économie, donc voilà, quand on a comme ça des gens qui nous expliquent. Si Oui. tu permets, Wahab, moi j'ai une question à soumettre à Sinadir. C'est Nadir, oui. Sur la dévaluation, parce qu'on a perdu, si on laisse, c'est-à-dire à ce rythme, au vu de ce rythme-là de la dépréciation, quand on voit par exemple entre décembre 2019 et novembre donc, 2020, je crois qu'on a perdu plus de 15%, je crois, hein, ou 17%. Hein, donc, est-ce qu'il est préférable de laisser, si l'on veut, la dépréciation se faire de cette manière et à ce rythme-là, parce que si on voit donc les chiffres du projet de loi de finances, donc on va très vite aller vers un dinar libéré carrément à sa juste valeur. Ou alors donc taper fort, parce que moi je suis pas spécialiste de ça non plus, hein, donc taper fort et donc aller vers une thérapie de choc, c'est-à-dire d'évaluer directement d'un seul coup, d'une traite, et sachant que aujourd'hui les entreprises algériennes sont toutes, on va dire, dans l'intrant, si l'on veut, de fabrication, de production, est généralement importé de l'extérieur. Est-ce que vous pensez que cette manière de faire ne va pas pénaliser déjà l'entreprise en tant que telle, et puis d'une manière générale, donc l'économie nationale? Oui. En fait, moi je me base sur les travaux de nos experts. Justement, ce point-là a été cité et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que depuis 5 ans, en fait, le dinar a dévalué près de 40%. Donc, mais l'impact sur les grands équilibres a été quasiment nul. Alors que quand on regarde dans les années 2013 et 2015, quand il y a eu des dévaluations importantes, il y a eu un effet positif sur la croissance. Donc, quelque part, il y a un avantage quand les signaux sont clairs et que les gens savent tout de suite où est le point d'équilibre, ils se positionnent et ils agissent. Alors que quand il y a une dévaluation comme ça qui ne dit pas son nom, l'effet est complètement atténué, voire il est inexistant.
sur les grands équilibres. Donc on n'obtient pas c'est ce l'effet qu'on appelle positif. dépréciation, en fait. C'est une dépréciation parce que le dinar n'est Voilà. pas enfin, oui. C'est une dépréciation. Pardon? C'est une dépréciation, c'est pas une dévaluation. Non, Oui, je oui, disais que, oui, voilà, Ouais. c'est-à-dire de dévaluation quand il y a, donc une volonté de le faire, quand il y a l'acte de le faire, et la dépréciation, c'est quand Ouais. on laisse se faire tout seul, quoi. Voilà. C'est ça. Le jargon va. Oui, exactement. Quelque part, on a un système rigide. Aujourd'hui, c'est pas les marchés qui déterminent. Donc, Ouais, même c'est ce glissement, c'est une dévaluation. Exactement, C'est-à-dire que ouais. c'est la Banque d'Algérie qui le décide. Donc, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marché de la devise et qui fait que, donc, on est dans une économie pseudo-dirigée, quoi, puisque il n'y a pas de marché de la devise et la valeur du dinar est déterminée par la Banque d'Algérie. Donc, c'est elle qui la détermine. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a quand même l'écart avec le marché informel qui reste très important. C'est-à-dire que malgré l'importance de la dévaluation qu'il y a eu jusque-là, l'écart ne s'est pas réduit. C'est-à-dire que le marché n'a pas du tout pris en compte cette dévaluation. Donc du coup, on n'a rien gagné. Alors qu'une dévaluation brutale ou importante, mais limitée dans le temps et clairement affichée, peut avoir un effet bénéfique parce que l'ensemble des acteurs l'apprécient et ils savent que ils savent où est son ampleur. Mais ça, c'est un débat de spécialistes. Moi, je suis pas spécialiste. Exactement. Tout simplement, ça permet en fait immédiatement d'obtenir l'effet sur l'économie budgétaire, enfin sur les ressources budgétaires dont on a besoin, et ça donne un signal clair sur le passage à l'acte et l'engagement des réformes. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que si on dévalue sans engager des réformes qui permettent ensuite à la fois d'attirer les investissements étrangers et de faciliter l'investissement national, ben on aura fait la moitié du travail. On n'aura pas obtenu l'effet complet. Parce que c'est un très bon instrument, mais il faut aussi qu'il y ait les conditions de son utilisation. Donc, ça revient au fond du débat et au fond, enfin, la question d'une vision stratégique de l'État sur tout, enfin, une vraie politique économique. Parce que là, si on fait une politique financière d'un côté, une politique monétaire de l'autre, et donc s'il n'y a pas une cohérence et une vision d'ensemble, on peut pas avoir un impact réel et des réformes de fond qui peuvent apporter un vrai changement. Donc, je sais pas. Je peux juste ajouter un mot. Oui, vas-y. Il ne faut pas que les gens aient l'impression. Il ne faut pas que les auditeurs ou les gens qui nous regardent aient l'impression qu'on critique à tout va. Il y a quand même un point qu'il faut quand même rappeler, c'est que pour les gens qui sont au pouvoir, pour les gens qui sont aux manettes, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau du gouvernement, on vit une situation très difficile. C'est-à-dire que l'incertitude économique rend la décision très compliquée. C'est vrai que là, il faut peut-être un leadership très fort et il faut une vision stratégique très importante, mais ça n'empêche que la situation est difficile et je tire chapeau à beaucoup d'acteurs qui essaient quand même de prendre des décisions et d'agir, même si c'est pas très facile. Ça reste quand même une situation, une période très particulière et bon, n'importe qui aurait eu des difficultés à prendre les bonnes décisions. Mais on souffre de cette absence de vision stratégique depuis des années. Et l'ensemble des gens, on va dire, à haut niveau qui sont au pouvoir, savent ceci. Et donc, il est véritablement temps, parce que chaque mois qu'on perd est un mois de perdu et qui va nous manquer à la sortie.
on avait des réserves. Il y a plusieurs think tanks, dont Nabni, qui avait alerté en 2012 sur la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui. Et si vous allez lire les écrits de Nabni de 2012, vous allez voir qu'ils peuvent être exploités intégralement, pratiquement intégralement. Oui. Et il y avait une série de recommandations. Et donc là, il y a une volonté politique. Encore une fois, pensez à l'équipe de Belmadi et on peut avoir une Algérie qui gagne quand il y a véritablement une bonne dynamique et que tout le monde tire dans le même sens, parce que tout le monde est convaincu. Très bien. Donc voilà, si tu as bien fait de rappeler le rapport de Nabni 2012 à qui on a donné le nom, enfin, de la petite métaphore de l'iceberg. Mais voilà, là on arrive vraiment dans l'iceberg. Enfin, la crise elle est là. Hein, alors que on a alerté, enfin, Nabni a alerté en 2012 des conséquences. Donc voilà, pour les gens qui s'intéressent aux questions économiques, vous pouvez aller sur le site de nabni.org. Il y a beaucoup de documents qui parlent sur des pistes de solutions, et aussi sur le site de CARE. Aussi, il y a pas mal d'études et de papiers de fond qui sont très bien rédigés. Donc pour les gens qui veulent approfondir ces questions. Voilà peut-être la dernière question. Enfin, c'est vrai que Nadir a dit on a juste peut-être mis la lumière sur les points négatifs, mais voilà, c'est que un train qui arrive à l'heure, c'est pas une info, mais voilà, un train qui dérape, c'est l'info. Mais l'Algérie a beaucoup d'atouts. Tu as rappelé tout à l'heure, il y a sur une note positive, voilà, que peut-être je vais finir sur cette note positive pour rappeler qu'en quoi il y a beaucoup d'atouts sur lesquels on peut capitaliser pour rentrer et être dans cette dynamique mondiale que tu as rappelé tout à l'heure, ce que tu appelais la chaîne de valeur mondiale. Donc l'Algérie peut être dans cette dynamique et on a des atouts à faire valoir. Voilà, peut-être si vous pouvez nous dire, pour finir sur une note positive, voilà, c'est pour tous les deux. Exactement. Oui. Oui, donc moi je vais juste me faire un peu de pub également. Nous ne sommes pas un think tank, mais on va dire une chambre de commerce, une institution professionnelle. Oui. Donc, nous avons ce qui s'appelle le CCIAE. Donc vous allez aussi dans le site du CCIAE, vous allez trouver un document que nous avons produit. Très bien. Justement pour faire face à cette crise sanitaire. Et puis nous avons produit aussi un autre document. C'est dans le même document de toutes les façons, on va dire un document à 2 volets. Nous avons produit ce qu'on a appelé donc les ajustements et les réformes économiques, donc orientés à l'international. Donc ça c'est de par notre statut, et dans lequel on traite pratiquement tous les agrégats et tout ce qui a lieu donc de réformer et d'ajuster pour justement permettre à l'entreprise algérienne de s'internationaliser ou permettre aussi donc l'attractivité de l'idée en Algérie. Donc on a parlé un peu de tout, hein, de la fiscalité, des banques, etc., système financier, etc., du climat des affaires. Vous pouvez le voir, donc vous allez au www.cciae.org et donc vous pouvez voir ça aussi. Très bien. Donc on a fait une contribution cette année, donc bon, je pense que aujourd'hui c'est pas dans le sens où, pour reprendre un peu donc ce qu'il se disait tout à l'heure, on est en train au contraire, on est resté en Algérie, et je crois que on est fiers de l'être, et puis on aimerait bien que ce pays puisse justement aller de l'avant, économiquement parlant, et donc à travers nos actions de tous les jours, que ce soit en entreprise ou alors en association ou alors sur les médias comme aujourd'hui, cela prouve réellement qu'on est justement très soucieux et on est inquiet par rapport à notre économie, qu'on veut avancer. Donc aujourd'hui, si on est en train de faire des remarques, c'est justement parce qu'on trouve et on pense bien qu'il y a de grosses lacunes et qu'il faut remédier à ces problématiques. Moi, je pense qu'il est vrai que la situation est très très difficile, effectivement,
Donc, j'aime pas être à la place des grands décideurs, ceux qui doivent prendre les grandes décisions. C'est difficile, mais je leur dis une chose. Ouvrez le bal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des problèmes de prise de décision, parce qu'il n'y a pas assez d'informations, moi je suis un peu dans ça, hein, donc mon entreprise donc, est dans l'analyse de business analytique, donc la data, il faut l'analyser, donc il faut regrouper les données, il faut agréger, et donc, moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de faire appel à tous les acteurs, impliquer tout le monde. Et ça ouvre la possibilité de réfléchir ensemble et surtout de trouver une solution qui va justement aller dans le sens de, 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 de ce que nous attendons. Voilà, exactement. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est pas la mer à boire, comme on dit. Passez-moi l'expression populaire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers l'entreprise, il faut aller vers le partenaire social, discuter sérieusement, s'ouvrir et parler sérieusement de cette situation. C'est ça ce que je recommande. Après, ça ouvre, quand on ne le fait pas, donc ça ouvre donc le chemin, si je puis dire, à toutes ces questions qu'on est en train de se poser. Et ça ouvre aussi le chemin à des inquiétudes, ça ouvre le chemin à des critiques négatives parfois, etc., etc. Donc moi, pour rester dans une note positive, comme tu l'as bien souligné, donc Wahab, moi je dis que ouvrons-nous. Donc nous on tend la main, hein, donc on a essayé de tendre la main, on a fait des réunions avec des associations professionnelles, avec du patronat, on a essayé par tous les moyens. Donc on a envoyé des lettres au Premier ministère, etc., etc. Moi je pense qu'il faut continuer. Donc c'est une lutte. Il faut continuer parce qu'on sait pertinemment que dans ce pays, il y a des gens qui sont en place, on va dire, qui sont au pouvoir et qui veulent bien avancer. Il y a d'autres non, malheureusement. C'est pour ça qu'il y a cette juxtaposition de système, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et moi, je dis que ne baissons pas les bras, continuons. Voilà. Merci. Très bien. Donc, Nadir, voilà la même question. Hein. Je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y. C'est vrai ce que dit Jamal. En fait, au niveau de CARE, on a toujours été constructif. On a cherché à être constructif. Là, tout à l'heure, on a parlé des publications sur la réforme fiscale. On a parlé de publication sur la dévaluation du dinar et son impact sur la diversification de l'économie. Il faut voir qu'on avait même anticipé un petit peu avant la pandémie, puisque au mois de février 2020, on a publié et on a remis ça aux autorités, un plaidoyer pour la sauvegarde de l'entreprise, proposé un certain nombre de mesures, et ça, c'est un plaidoyer qui avait été conçu avec une organisation patronale qui est le CJD, et on a proposé dans ce plaidoyer des mesures pour faciliter le dialogue avec les banques, pour créer par exemple un régime de sauvegarde, ne soit pas obligé d'aller en faillite directement quand on rentre dans une phase de difficulté, qu'on puisse rentrer dans ce que les Américains appellent le Chapter A, une entreprise protégée pendant un temps par rapport à ses créanciers. Et là, si on avait un système de sauvegarde dans la période actuelle, eh ben, ça permettra à beaucoup d'entreprises, dont celle de monsieur Sid Jamel, de se protéger même vis-à-vis de l'État. Parce que ça permettrait de figer les choses, d'établir un plan de croissance et de repartir sur une base plus saine. Et on a même fait une série de aux mesures d'aide aux citoyens et d'aide aux entreprises pendant la pandémie. Ça, c'était au mois d'avril. Et voilà, tous ces documents sont disponibles sur le site CARE. Et chose très importante, tout à l'heure, si Jamal a parlé d'absence de la donnée, et je sais que Wahab, toi aussi, tu es sensible à ça, on a mis en place un tableau de bord de l'économie nationale qui est disponible gratuitement sur le site de CARE et qui permet d'avoir accès à toutes les données disponibles
sur l'économie, sur l'emploi, sur le système financier. C'est très riche, c'est interactif. Et même, on a une lettre trimestrielle, une lecture de la situation économique. Donc, notre contribution, elle a toujours été, on est une petite structure. Il faut voir qu'on travaille avec de relativement faibles moyens, mais simplement, on se passe toujours dans une optique constructive. Le pays véritablement sortir de l'ornière. C'est-à-dire, c'est comme un athlète qu'on a mis dans un trou et ce trou est plein de boue et il a besoin de sortir de ce trou qui est plein de boue qu'on n'arrête pas d'alimenter en eau, en choses contraires. Et l'athlète, parce que l'Algérie est véritablement peut se positionner dans l'économie comme un tigre, comme la Turquie ou la Thaïlande ou la Malaisie il y a une vingtaine d'années en arrière. Et là, on a véritablement des ressources, mais qu'on est en train de freiner, d'enfermer dans un carcan bureaucratique, administratif, et il faut libérer les énergies. Il faut libérer les énergies de cette économie. Il faut arrêter de vouloir tout gérer par l'État. Il faut une autorisation pour tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans d'autres pays, on dit allez-y et l'État légifère quand c'est nécessaire, quand il voit qu'il y a une anarchie secrète. Mais on légifère pas d'abord sans savoir comment le marché va exister. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on est très en retard en monétique, on est très en retard au niveau bancaire. Et là, actuellement, on travaille au niveau de CARE sur l'amélioration de l'accès au financement des PME. Et on voit qu'il y a des barrières réglementaires. Donc, il faut desserrer le carcan administratif qui pèse sur cette économie et il faut lui donner des axes de développement stratégique. Comment on va le faire? On peut réunir des gens, on peut réunir des entreprises, des associations professionnelles, des experts, des consultants, peu importe. Il y a la ressource, elle existe, elle est là. Mais il faut se définir qu'est-ce qu'on veut. C'est quoi l'Algérie de 2020 de 2030 par rapport à l'Algérie de 2020. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut être? Comment on veut se positionner? Et à partir de là, une fois qu'on sait qui on est, une fois qu'on sait ce qu'on veut, après on va le faire. Et on a les moyens de le faire. Et c'est vraiment très très important. Il ne faut pas que les gens soient... on reste très optimiste, malgré tout ce qui nous accable, malgré tout ça. Et à un moment donné, il faut aussi qu'on s'appuie sur les véritables moteurs. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, c'est la PME et c'est le secteur privé qui peut faire sortir le pays de l'ornière. Et donc, si on investit sur le secteur public sans une réforme profonde, eh ben c'est de l'argent qu'on va encore dépenser pour rien. Le même argent, si vous le mettez dans le secteur public, vous allez le multiplier par 2, 3, voire 10. Très bien. Donc ça, il faut le savoir. Très bien. Donc peut-être, on arrive à la fin. Là, vous avez... Il faut en être convaincu, en fait. Oui, oui. Ok. Donc là, comme je disais, on arrive à la fin. Vous avez rappelé l'importance de la donnée. On sait bien que maintenant, l'or gris dans l'économie actuelle, c'est la donnée. Donc on voit que les grandes, les GAFA et ces entreprises qui vivent que autour de la donnée, ça c'est très important. Et vous avez rappelé aussi l'importance de l'information, donc l'accès à l'information, surtout l'information économique. Jamel a rappelé que la CCAE a produit aussi des documents que, enfin, je ne connaissais pas, mais je vais aller sur le site pour les consulter. Donc c'est comme ça qu'on arrive, c'est en injectant du contenu dans le débat avec différentes associations, avec différentes organisations professionnelles qu'on peut, voilà, c'est en créant ce débat qu'on peut faire émerger des idées et ces idées, on les transforme sur de vrais projets
économique. Donc peut-être, voilà, on a fait le tour. Donc je vous laisse le mot de la fin. À chacun, je ne sais pas si qui veut se... Si je peux me permettre, Oui, vas-y, Nadir. juste, Oui, je vais être très bref. Je l'ai dit tout à l'heure, le site CARE, c'est www.care.dz. Voilà, ça permet d'avoir accès à l'information. Merci à Wahab de m'avoir invité. Merci à Si Jamal qui a très bien parlé en tant que chef d'entreprise et représentant. J'espère qu'on n'a pas été trop technique. J'ai pas été trop technique, mais en fait, on a parlé des principaux sujets. Encore une fois, il y a besoin d'une vision pour savoir où on veut aller et qu'on desserre l'étau sur l'entreprise et qu'on n'oublie pas l'entreprise privée. Peut-être pas pendant cette crise, elle va mourir et on ne pourra pas atteindre les objectifs de croissance de demain parce que 10, 20, 30, 40% d'entreprises en moins et il faudra les recréer. Et ce n'est pas du tout la même chose de faire vivre une entreprise. Voilà, donc évitons de les laisser mourir. Aidons-les. Très bien. Jamal, le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie. Déjà, je te remercie, Wahab. Je remercie Nadir aussi pour avoir donc débattu sur une question, on va dire généraliste, mais bon, qui a son importance. Moi, je pense je reste sur la dernière note, hein, nous continuons, donc il faut continuer à lutter jusqu'au jour où on va mettre en place des dispositifs intéressants pour pouvoir justement dynamiser notre économie. Et puis voilà, et bonne fin de soirée, je vous dis. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Donc, je remercie mes invités. Donc, voilà, je rappelle, Jamal est chef d'entreprise, économiste, et le président de la CCAE, donc la Chambre de commerce algéro-espagnole. Nadir Lagoun, voilà, c'est aussi un chef d'entreprise, un financier de formation, et membre du cercle de réflexion autour de l'entreprise qui est CARE, et aussi membre de think tank Nadni. Donc voilà, je vous remercie à vous deux. Donc je vous donne rendez-vous peut-être à bientôt, enfin rapidement pour d'autres, pour voilà, l'actualité économique qui est assez riche. Donc pour revenir, commenter d'autres faits économiques. Donc voilà, merci à tous. Donc on arrive à la fin de l'émission. Donc pour les gens qui nous regardent, je vous donne rendez-vous demain sur une autre thématique qui n'a rien à voir avec l'économie. Ce sera sur la question de la sécularité. Donc on aura deux invités, un professeur qui a travaillé sur ces questions, qui est M. Doulari, et un Algérien qui est installé au Canada, qui a beaucoup travaillé aussi sur ces questions de sécularité, de laïcité. Donc le débat, ce sera pour nous faire comprendre c'est quoi la sécularité, c'est quoi la différence avec la laïcité. Donc ce sera demain à la même heure, 21h. Et je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat avec d'autres invités sur la question économique. Merci à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. Merci pour la khair, Jamal. Merci. Donc voilà, Prisma, c'est fini pour aujourd'hui. Donc demain, ce sera un autre débat. Là,